Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 octobre 2025 et Alex Kreiner, notre ami, est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous. Alex, il y a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui. L'Iran, la Russie, la Chine. Mais avant d'en arriver là, nous avons eu un sommet en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Des pays arabes et européens y ont tous participé. Donald Trump a déclaré que c'est une immense victoire pour la paix et tout cela. Mais on voit Donald Trump adopter une nouvelle rhétorique. Je ressens la même chose que lorsque la Russie était en jeu. En ce moment, il se met dans un coin, dans une position sans issue. Et cette position consiste à désarmer le Hamas, démilitariser Gaza, sans s'attaquer à la réalité et aux causes profondes du problème à Gaza, à savoir l'occupation et les colons. Dans le même temps, Netanyahou et Smotrich parlaient d'établir des colonies à Gaza, affirmant que cela apporterait la sécurité. Comment peut-on prétendre vouloir désarmer le Hamas? Et Donald Trump a dit que les États-Unis allaient le faire. Voici ce qu'il a déclaré. Je leur ai dit, nous voulons qu'ils se désarment, et ils se désarmeront. Et s'ils ne se désarment pas, nous les désarmerons. Cela se fera rapidement, et peut-être violemment, mais ils se désarmeront. Vous me comprenez? Parce que tout le monde dit toujours, « Oh, ils ne se désarmeront pas. » Ils se désarmeront. J'ai parlé à Hamas et j'ai dit, « Vous allez vous désarmer, n'est-ce pas? » « Oui, monsieur, nous allons nous désarmer. » C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils se désarmeront ou nous les désarmerons. C'est clair? Très bien. Je n'arrive pas à croire que, sans poser de conditions, le Hamas déciderait de se désarmer. Qu'en penses-tu, Alex? Eh bien, la veille, je crois qu'il a dit exactement le contraire. Il était dans l'avion et des journalistes lui ont posé des questions sur le désarmement du Hamas. Il a répondu qu'il devait maintenir l'ordre là-bas. Donc, pour le moment, ils allaient être responsables et ils devaient rester armés parce qu'ils avaient besoin de maintenir l'ordre dans la bande de Gaza. Il me semble que Trump considère toute cette situation comme quelque chose de très transitoire. J'ai du mal à me l'expliquer, mais il me semble que Trump a été façonné en tant que personnage public par le show business américain, où l'on dit quelque chose à un moment donné pour plaire au public que l'on pense avoir en face de soi. Whatever audience you think you're addressing. And then it doesn't really matter because Et puis au fond, ça n'a pas vraiment d'importance, car la capacité d'attention de tout le monde est extrêmement courte. Donc quoi que je dise aujourd'hui à ce public, tu sais, on passe à autre chose, et ensuite je dirai autre chose au public suivant. Cela rend extrêmement difficile de comprendre Trump. Quelles sont ses véritables intentions? Mais disons que dans le cas de cet accord de paix, la dernière fois que toi et moi avons parlé, j'étais profondément pessimiste à ce sujet. Je me demandais pourquoi il s'en donnait la peine. Cela ne tiendrait jamais. Je pensais qu'il cherchait simplement à gagner du temps pour éviter d'entrer en guerre contre l'Iran. C'était mon idée. Maintenant, il me semble qu'il a réussi à obtenir une adhésion très significative de la part de pratiquement toutes les parties concernées. L'Iran n'est pas là. Les Russes ne sont pas là. Mais tous les pays arabes le sont, et ils semblent extrêmement sérieux à propos de cette paix. Le Hamas s'y est engagé. Même le cabinet israélien s'y est engagé. Donc, quoi qu'il ait dit dans cet extrait vidéo que vous avez montré, je ne sais pas si cela doit être pris au sérieux. Parce que si j'y réfléchis, comment allez-vous désarmer le Hamas? Exactement, comment allez-vous faire cela? Je ne vois pas comment, vous savez, parce qu'Israël essaie de le faire depuis plus de 2 ans et n'a pas réussi. Que va faire Trump? Va-t-il envoyer des troupes américaines? What is Trump going to do? Is he going to send US troops? And what are the American troops going to do
that the Israeli troops were not Et que vont faire les troupes américaines que les troupes israéliennes n'ont pas été capables de faire? Comment vont-elles s'y prendre? Il me semble que Trump ne fait qu'envoyer le signal qu'il veut envoyer à ce moment précis, à ce public précis. Il n'y a derrière cela aucune véritable intention, aucun engagement, car il compte sur la courte durée d'attention des gens. Une semaine plus tard, personne ne se souviendra de tout cela, et nous passerons à autre chose. Donc, je ne peux pas prendre cela au sérieux. Et cela fait des mois que j'essaye de ne même plus prêter attention à ce que Trump dit, mais plutôt de me concentrer sur ce que fait son administration et sur les effets qui se manifestent réellement sur le terrain. And what effects seem to be gathering on the ground. You wrote a piece which I shared it. Vous avez écrit un article que j'ai partagé sur X à propos de la manière dont les Britanniques influenceraient le processus de paix au Moyen-Orient et de comment, en somme, c'est le jeu des Britanniques. Quel est votre point de vue? Je pense que beaucoup de gens devraient en être informés. Nous avons ici un public qui n'a peut-être jamais entendu parler de votre article ou ne l'a pas lu. Quel est le message principal que vous souhaitez faire passer? J'ai trouvé votre analyse vraiment pertinente et importante. Eh bien, depuis très longtemps déjà, j'ai remarqué la main de l'establishment britannique dans chaque théâtre de crise à travers le monde. Ils sont toujours présents, mais d'une manière très discrète et silencieuse. On ne voit pas de forces militaires britanniques, ni forcément beaucoup de responsables gouvernementaux britanniques connus, mais on trouve beaucoup d'agents de renseignement, d'ONG, d'organisations caritatives, le British Council, des entreprises privées, et ainsi de suite. Ils sont toujours là, et il me semble que Trump les a pris par surprise avec cet accord de paix. Ils ne l'avaient pas vu venir, ils ne s'y attendaient pas, et cela les a pris de court. Parce que ce qui s'est passé, revenons 100 ans en arrière. Let's go back 100 years. The British Empire created the Zionist project. L'Empire britannique a créé le projet sioniste, puis il a déplacé de nombreuses pièces pour le mettre en place. C'était un jeu complexe et de très longue haleine visant à créer l'État d'Israël, et ils y sont parvenus. Ils ont créé l'État d'Israël, et ils l'ont fait pour une raison qui n'était pas de fournir une patrie au peuple juif longtemps persécuté. C'était une manœuvre cynique au service des intérêts de l'Empire britannique. Et les anciens membres du Round Table d'Alfred Milner ont expliqué quelle en était la raison. Ils ont dit en substance que si la Grande-Bretagne voulait rester un empire maritime, elle devait implanter dans cette région une population particulièrement patriote. Et ils n'ont pas pu le faire avec les Arabes. Ils ont donc décidé d'y amener des Juifs et de créer l'État juif d'Israël. L'objectif principal de cet État était de maintenir la région déstabilisée, perpétuellement en guerre, car c'est une zone d'une importance stratégique majeure. Plutôt que d'essayer de la contrôler militairement, ce qui serait impossible, même en théorie, car personne ne dispose d'autant de troupes ou de forces de police, on la maintient dans un état de chaos. De cette façon, il est plus facile de monter une tribu, un pays, une région contre une autre tout en traitant secrètement avec tout le monde. C'est la géopolitique typique de l'équilibre des puissances à la britannique. Maintenant, vous êtes impliqués. Tout le monde sait que vous l'êtes. Et vous devez expliquer pourquoi cette région est perpétuellement en guerre. Et ensuite, le discours est toujours « Oh, c'est tellement compliqué ». Vous savez, des siècles de haine, des gens très primitifs, irrationnels. On ne peut pas négocier avec eux. Ils sont toujours en train de se battre entre eux. Et alors, que pouvons-nous faire? Vous savez, c'est comme ça, et nous essayons de faire de notre mieux. Mais voyez-vous, ces gens sont sans espoir. Et puis Trump arrive, et après 10 mois de présidence, il réunit tout le monde autour de la table et les fait signer un accord de paix. C'est un coup dur pour la diplomatie britannique,
Parce que qu'est-ce qu'il y a de si compliqué dans la paix qu'ils n'ont pas su comprendre, mais que Trump, lui, a compris? Vous savez, Trump, le type que tout le monde adore détester, il a trouvé la solution. Alors le lendemain de l'annonce de la paix par Trump, le 10 octobre, c'était quoi, dimanche? Dimanche, c'était le 12, non? What was the Sunday? Sunday was the 12th, right? Yeah, 2 days after. British Secretary Oui, of Education 2 jours comes plus on tard, Sky News la secrétaire britannique à l'éducation passe sur Sky News pour une interview et elle dit « Oh, vous savez, nous avons façonné cette paix en coulisses parce que c'est la bonne chose à faire et que c'est dans notre intérêt et blablabla. » Et ensuite, l'intervieweur lui demande « D'accord, donc vous avez fait tout ça en coulisses, comme quoi, par exemple ?» Et elle n'a pas su expliquer. Elle donnait juste l'impression d'une lycéenne faisant un exposé sur un livre qu'elle n'a jamais lu. Vous voyez, c'est du genre « Oh, eh bien c'est très compliqué, mais vous savez, bravo aux Américains, ils ont contribué aussi. » Donc ils essaient de s'attribuer le mérite parce que c'est extrêmement embarrassant. Ça les met dans une très mauvaise posture. Et puis, tu sais, Trump les a même tous fait voler jusqu'en Égypte, où il les a soumis à un autre rituel d'humiliation très léger, très subtil, surtout Keir Starmer, pour rendre très évident qui avait réellement fait la paix et qui n'était qu'un spectateur, un observateur. Et donc, je pense que la ministre britannique de l'Éducation, Bridget, j'ai oublié son nom de famille maintenant, a probablement causé beaucoup plus de tort en essayant de s'attribuer le mérite de cette paix que si elle n'avait rien dit. Parce qu'en revendiquant ce mérite de manière malhonnête, elle n'a fait qu'attirer l'attention sur le fait qu'il n'avait rien apporté. En réalité, depuis des décennies, il dissimule en disant qu'il est tout simplement impossible de faire la paix ici, parce que toutes ces personnes sont tellement irrationnelles, primitives, violentes, et que les problèmes sont si incroyablement complexes que même nous, les gens sophistiqués avec nos accents distingués, ne pouvons absolument rien y faire. Bridget Phillipson. Bridget Phillipson, oui. Voilà. Yeah. Alex, Merci. Alex, je ne sais pas si tu as lu que l'Iran est en train de changer de comportement. Parce que, avant, tu sais, l'Iran avait été sous sanctions pendant de nombreuses années. Et il savait comment gérer ces sanctions quand il s'agissait d'exporter du pétrole, du gaz et tout ça. Mais récemment, ils ont décidé, tu vois, d'agir différemment. Qu'est-ce que cela signifie? Les pétroliers qui naviguaient auparavant sous les pavillons d'autres pays utilisent désormais le pavillon iranien. Et cela a paru vraiment étrange à beaucoup de gens. Pourquoi l'Iran fait-il cela? D'après ce que j'ai entendu dans les médias iraniens, c'est parce que l'Iran envoie un message. Si vous voulez combattre l'Iran, si vous attaquez les pétroliers, nous sommes prêts à répondre. Tu sais, je ne sais pas ce qui a provoqué cela. Pourquoi c'est arrivé? Ni comment ich drive the scene. why did it happen and how did it happen in Iran? Because for many years, many people were arguing. Parce que pendant de nombreuses années, beaucoup de gens se demandaient pourquoi nous avions si peur, au point d'utiliser les drapeaux d'autres pays. Il y a eu beaucoup de débats en Iran, pour telle ou telle raison, politique, géopolitique, de toutes sortes. Mais l'Iran a changé, et je vois quelque chose se produire. Ce n'est pas seulement à propos de l'Iran, Alex. C'est aussi à propos de la Russie, de la Chine. Quelque chose de différent est en train de se passer. Ils ne veulent pas, tu sais, plier. Ils ne veulent pas, tu sais, reculer. C'est une nouvelle attitude. Pourquoi ça se produit-il? Dans le cas de l'Iran, quelle est ta compréhension de cette décision? Quand je suis les médias iraniens, je suis tellement surpris par ces nouveaux changements qui se produisent dans l'esprit des décideurs en Iran. Bien sûr, je ne sais pas exactement, mais je suppose qu'ils se sentent de plus en plus confiants d'être du bon côté de l'histoire et du côté des vainqueurs. Je pense que c'est la conséquence du fait de plus en plus évident que l'Empire occidental a subi une défaite stratégique au Moyen-Orient
en Asie occidentale. Je crois que cela est devenu clair au moins depuis juin de cette année, depuis la guerre de 12 jours et l'incapacité de l'Amérique à vaincre les Houthis au Yémen. Je pense donc que la paix qui vient d'être signée entre Israël et le Hamas rend cela indéniable. Elle le confirme, car je vois vraiment cette paix comme Trump scellant en quelque sorte la défaite d'Israël. Certains diraient peut-être qu'il les protège d'eux-mêmes, mais cela devient désormais indéniable. Et d'une certaine manière, on pourrait même dire qu'il a offert une victoire au Hamas. In a way, you could even argue that he handed a victory to Hamas. Because, Hamas already won. But now, Parce que, tu sais, le Hamas a déjà gagné. Mais maintenant, c'est noir sur blanc. Donc je pense que l'Empire occidental a subi une défaite stratégique. Et désormais, si tu fais naviguer tes pétroliers sous ton propre pavillon et qu'ils sont attaqués ou confisqués, comme les Britanniques et les Américains l'ont fait par le passé, eh bien, il n'y a plus de doute sur la propriété que tu voles. Cela met les cartes sur la table. C'est presque comme un défi lancé. Voilà, un gant jeté à leur visage. Ce sont nos navires transportant nos exportations de pétrole. Je te mets au défi d'y faire quelque chose. Ce serait mon hypothèse, Nima. Je ne suis pas sûr à 100%, mais ils n'ont pas fait ce changement pour s'amuser. Ce n'est pas pour le plaisir. Il y a une raison stratégique derrière cela, et ce n'est pas par manque de confiance. C'est parce qu'ils ressentent une plus grande assurance face à leurs adversaires occidentaux. with regards to their Western adversaries. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Je pense qu'ils ont décidé, avec la Russie, peut-être que la Chine est également au courant, et comme la Russie subit le même type de sanctions, ils doivent décider comment gérer cette question, après tout. Et hier, il y a eu énormément de commentaires sur la situation en Ukraine. Donald Trump lui-même, tu as Scott Besson qui en parle. Mais malgré tout, quand on regarde la situation, la façon dont Donald Trump décrit ce qui se passe en Ukraine, on voit beaucoup de rhétorique. Et si tu changes la tête de Donald Trump, le physique de Donald Trump, et que tu mets Joe Biden à sa place, Alex, il me semble que c'est Joe Biden qui nous parle. Voici ce que Donald Trump a dit hier. Cette guerre aurait dû être gagnée. Il aurait dû la gagner en une semaine. Maintenant, il en est à sa 4e année. Il a perdu environ 1,5 million de soldats, probablement à peu près cela. Certainement si l'on compte les blessés, les personnes sans jambes, sans bras, toutes les choses qui arrivent dans les guerres horribles. C'est une guerre horrible. C'est le plus grand événement depuis la Seconde Guerre mondiale en termes de morts. C'est plus grand que toutes les autres. J'en ai réglé 8. La chose la plus importante en termes de morts, c'est incroyable. Je pense que l'Inde et le Pakistan ont un grand potentiel. Nous l'avons fait. Nous avons fait du très bon travail sur ce coup-là. Mais ils doivent vraiment mettre fin à cette guerre. Et vous savez, il y a de longues files d'attente pour l'essence en Russie en ce moment. De longues files. Qui aurait cru que cela arriverait? Et tout à coup, son économie va s'effondrer. Il n'y a rien de positif dans ces commentaires. L'économie de la Russie s'effondre. La Russie a perdu 1,5 million de soldats. Et encore, ils ne parlent même pas des blessés. Ils ont perdu ceux qui ont été tués sur le champ de bataille. C'est de cela qu'il parlait, et plus tard, il l'a répété. Et l'autre chose, c'est la manière dont ils essaient de faire pression sur l'Inde et la Chine. Et voici ce qu'il a dit à propos de l'Inde. Je n'étais pas content que l'Inde achète du pétrole, et il m'a assuré aujourd'hui qu'il n'achèterait pas de pétrole à la Russie. C'est une grande avancée. Maintenant, je dois faire en sorte que la Chine fasse la même chose. J'étais pas content que l'Inde. Et voici Scott Besson dans la même direction. Sanctionner la Russie. Faire pression sur la Russie. When we can't get
quand nous n'arrivons pas à rallier 7 sénateurs démocrates supplémentaires, mais que 85 sénateurs américains sont prêts à donner au président Trump le pouvoir d'imposer jusqu'à 500% de droits de douane à la Chine pour l'achat de pétrole russe. The purchase of Russian oil. You get put all these pictures together. Quand on met tous ces éléments ensemble, on ne voit aucune raison, aucun mouvement de la part de l'administration Trump pour résoudre cela politiquement, par le dialogue, pour comprendre ce dont la Russie parle. Tout tourne autour de la pression exercée sur la Russie et de la volonté de la mettre à genoux. Vous partez de là. Quelle est votre compréhension des démarches que l'administration Trump essaye d'entreprendre? Eh bien, une chose que je sais, c'est qu'ils essayent d'introduire des tarifs douaniers sur tout ce qu'ils peuvent. Et c'est toujours une affaire délicate, car ils s'en prennent en quelque sorte au système de libre-échange, qui constitue la base du système occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros. Ils s'attaquent aux règles de l'OMC, et beaucoup de gens vont s'y opposer. Donc si vous l'emballez dans le papier cadeau du « nous agissons contre la Russie », nous punissons la Russie, alors ça passe. Mais s'ils disent « nous voulons introduire des tarifs parce que nous voulons nous débarrasser des règles de l'OMC », alors cela suscite une opposition politique massive. Donc, je pense qu'ils font preuve d'opportunisme ici. Maintenant, pourquoi veulent-ils introduire tous ces tarifs douaniers? Parce que, comme Trump l'a dit à de nombreuses reprises, il veut réindustrialiser les États-Unis, il veut rapatrier la production, il veut développer les États-Unis économiquement d'une manière très différente de celle pratiquée au cours des dernières décennies. Mais il a été violemment attaqué pour cela, parce que, oh, il s'apprête tout le système économique mondial et il ferait ceci ou cela. Et donc, si l'on présente tout cela comme des mesures anti-russes, alors tout le monde applaudit et l'accepte. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils le font. Je ne pense pas qu'ils le fassent parce qu'ils veulent réellement nuire à la Russie, car je ne pense pas que cela puisse fonctionner dès le départ. Ce serait un peu stupide si c'était la principale raison. Entre autres, si vous dites à l'Inde et à la Chine d'arrêter d'acheter du pétrole russe, je pense que vous créez une panique sur le marché du pétrole. Le prix du baril pourrait remonter au-dessus de 100 $ et vous relanceriez une inflation tirée par les prix des matières premières, ce qui, encore une fois, serait très mauvais pour votre propre économie. Donc vous savez, comme toujours, certaines choses que Trump fait et dit, ou que des membres de son administration font et disent, me paraissent vraiment stupides. Je ne peux pas croire que c'est vraiment ce qu'ils font, tu vois, parce qu'on se dirait, d'accord, c'est vraiment stupide. Donc soit ils sont vraiment stupides, soit ils font autre chose. Non? Ou bien ils font ça pour d'autres raisons qu'ils ne nous disent pas. Et je pense que c'est la meilleure explication que j'ai trouvée. Mais encore une fois, on ne fait que deviner, parce qu'évidemment, ils ne vont pas nous le dire clairement. Il faut un peu relier les points pour arriver à la meilleure hypothèse. Et selon moi, la meilleure hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un changement de politique très important que Trump cherche à mettre en œuvre. Réindustrialiser les États-Unis, ramener la production, créer des emplois dans le secteur manufacturier. Et pour faire cela, il faut créer un marché protégé. La manière de le protéger, c'est par des droits de douane. Et ensuite, si vous en collectez suffisamment, vous pouvez même envisager de baisser les impôts, ce qui, vous savez, vous donne une petite carte à jouer pour les élections de mi-mandat. Vous pouvez dire, oh regardez, nous avons maintenant un excédent budgétaire et nous pouvons baisser les impôts. Donc, c'est ma meilleure hypothèse, parce que si c'était vrai, cela me dirait qu'ils ont une mission, une sorte de stratégie,
et qui ne sont pas stupides. S'ils le font parce qu'ils sont vraiment stupides, alors nous sommes tous dans le pétrin. En fait, quand je vois Pete Hegseth parler d'envoyer des armes en Europe et de tout ce truc de paix par la force, tu vois, Ouais, ça? tu penses vraiment que Pete Hegseth est intelligent? Je veux dire, tu sais, je ne vois tout simplement pas ce type comme quelqu'un d'intelligent. Il me semble qu'il travaille toujours pour Fox News. Ce n'est pas le secrétaire à la défense, c'est le secrétaire à la guerre. Désolé pour ça. Bon, d'accord. Laissez-moi le dire autrement. Je pense que Pete Hegseth est intelligent, mais pas forcément très sophistiqué. Vous voyez, c'est pas Douglas McGregor, ni Jeffrey Sachs ou Larry Wilkerson. C'est le genre de type intelligent, mais peut-être sans beaucoup de profondeur ni de vision d'ensemble. Et je pense qu'il fait ce qu'on lui dit de faire. On lui confie la mission d'aller vendre des armes aux Européens. Et il y va pour vendre des armes aux Européens. Comment allez-vous leur vendre des armes? Eh bien, vous allez leur dire que vos armes sont formidables, les meilleures que quiconque ait jamais vues, et qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent mener cette guerre et battre les Russes. Alors achetez nos armes, et vous pourrez battre les Russes. Et au fond, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que vous savez, il ne s'agit pas seulement des armes. Il faut aussi des gens pour les utiliser, des gens formés à s'en servir. Il faut la logistique. Il faut le renseignement. Il faut les informations satellitaires. Il faut tant de choses. Ainsi, ils peuvent toujours leur vendre des armes. Et ensuite, je crois vraiment que Trump ne veut pas faire la guerre à la Russie. Et qu'il ne veut pas non plus que la situation s'envenime au point d'être entraîné automatiquement parce qu'il deviendrait alors un participant, comme si des Tomahawks commençaient à voler vers la Russie. Donc je pense qu'ils vont s'arrêter avant de franchir cette ligne. Mais jusqu'à cette limite, ils agissent simplement de manière transactionnelle, ils font des affaires. Et puis une fois arrivés à cette ligne, ils vont voir comment ils peuvent rouler les Européens. Parce que, vous savez, si les Européens croient que Trump et son équipe vont leur rester loyaux, tenir parole et honorer leurs engagements, eh bien, ils font preuve de naïveté. Et je pense qu'ils le sont. Ray Alling. Penses-tu que Donald Trump se soucierait s'il se passait quelque chose entre l'Europe et la Russie? En quel sens, si quelque chose se passe? Oui, si c'est quelque chose d'important, comme l'Europe et la Russie s'attaquant directement, je ne vois pas Donald Trump s'en soucier. En fait, cela le placerait dans une meilleure position, à mon avis, en termes de vente d'armes, en termes de domination accrue des Européens par les États-Unis et par les politiques de Trump. Et il sait que la Russie n'attaquerait jamais les États-Unis pour diverses raisons. C'est pourquoi, si quelque chose se produit entre l'Europe et la Russie, cela mettrait Donald Trump dans une meilleure position. Et il ne se soucie pas de l'Europe. Alex, pour être honnête, je ne vois pas Donald Trump se soucier de quoi que ce soit qui se passe en Europe. D'accord. Donc je ne suis pas sûr que ce soit correct, Nima. Parce que tu sais, regardons le précédent des deux guerres mondiales. Dans les deux cas, le peuple américain ne voulait pas aller faire la guerre en Europe. Je veux dire, à la veille de la Première Guerre mondiale, 90% des Américains ne voulaient rien avoir à faire avec ça. Et ce qui se passe, c'est que les Européens se mettent eux-mêmes dans le pétrin. Ils avancent, ils orchestrent la Grande Guerre. Et ils commencent même à subir de sérieuses souffrances, n'est-ce pas? Et ensuite, ils s'en servent pour faire pression sur les Américains. Du genre, « Oh, vous ne pouvez pas simplement nous laisser mourir ici. Regardez ce que les Russes nous font, ou les Allemands, ou peu importe. Vous devez venir nous aider. » Et ils partagent ce lien commun avec la Grande-Bretagne.
la langue, la culture. Ce qui fait que, si les choses deviennent vraiment laides, il faut se rappeler que les Britanniques contrôlent les médias américains, la presse, et que la pression pour rejoindre une guerre européenne pourrait redevenir insupportable. Et si cela ne suffit pas, on peut toujours orchestrer une sorte de naufrage du Lusitania, ou un Pearl Harbor, ou un autre type d'opération sous faux drapeau, qui galvaniserait alors l'opinion publique américaine et impliquerait les États-Unis dans la Troisième Guerre mondiale. La différence maintenant, c'est que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient protégés parce qu'ils avaient deux océans, n'est-ce pas? Il est donc très difficile pour une force d'invasion de leur faire le moindre mal. Mais aujourd'hui, à l'ère des missiles balistiques nucléaires et des missiles hypersoniques, cela ne constitue plus une forme de sécurité. Si les États-Unis s'engageaient dans une guerre contre la Russie, ils se retrouveraient également en guerre avec la Chine. Et ils n'auraient plus cette protection. Vous savez, ils deviendraient un belligérant entièrement exposé au risque des missiles hypersoniques russes ou même à une annihilation nucléaire mutuelle. Donc, en ce sens, je pense que si l'on franchit une certaine ligne, on ne peut plus contenir les dégâts. On ne peut plus prévoir comment les choses vont évoluer. Il est facile de franchir cette ligne, mais il est très difficile de contrôler les conséquences ensuite. De ce point de vue, je pense que Trump, encore une fois, il faut supposer qu'il est conscient de tout cela, donne l'impression de ne pas réfléchir aussi loin. Mais je crois qu'il comprend la situation. Je pense qu'ils ne franchiront pas cette ligne et qu'ils ne prendront pas le risque d'entrer en guerre contre la Russie. Ils essaieront certainement de museler les puissances européennes qui veulent déclencher cette guerre. Et je dois dire que je me base uniquement sur une intuition, sur une idée. Mais je pense que le camp américain a dit aux Britanniques, n'osez pas organiser une attaque sous faux drapeau. Nous savons que vous y pensez. Ne le faites pas. Nous savons que vous y pensez. Tu sais, le danger, Alex, avec ce genre d'attitude, c'est qu'on a l'impression que tu veux te battre avec quelqu'un. Ou, tu sais, dans beaucoup de ces cas, les deux personnes qui se battent, la plupart du temps, je dirais plus de 90-100, ne savaient même pas à l'avance qu'elles allaient se battre. Ça arrive simplement. Au moment où tu décides de te battre avec quelqu'un, tu ne l'as pas prévu. Tu n'as pas étudié comment te battre. Et la même chose s'est produite, tu sais, même avec la Russie. Tu te souviens, le conflit, la base du conflit, a commencé en 2014. Mais en 2022, quand la Russie a décidé de déployer des troupes sur le terrain en Ukraine, dans la partie orientale de l'Ukraine, elle n'avait pas vraiment décidé d'aller combattre les Ukrainiens. Elle voulait montrer une certaine forme de levier en Ukraine. Il voulait forcer l'Ukraine à conclure une sorte d'accord. Tu sais, jusqu'au dernier moment, Vladimir Poutine lui-même l'a dit. Il ne savait pas vraiment s'il voulait se battre ou non. Parce que c'est la réalité des êtres humains, Alex. Tu sais, c'est pour ça que je pense que ce que fait Donald Trump est risqué. Ce genre de guerre ou de confrontation peut éclater sans que personne ne s'en rende compte. C'est ça le problème. Je ne vois pas ce genre de sagesse dans l'administration Trump pour comprendre cette escalade, vendre plus d'armes, se moquer des Européens. Après tout, quand on parle de l'Europe, on parle d'une immense diversité de peuples, de mentalités, de questions culturelles, de questions historiques. On ne peut pas rassembler tous ces problèmes et dire « je les domine, je les contrôle ». Il n'y a aucun contrôle sur le comportement de ces gens. Tu as raison, Nima. Mais il y a un problème très grave en Europe. Les personnes au pouvoir sont désespérées de faire monter le conflit avec la Russie jusqu'à un scénario de Troisième Guerre mondiale. Le seul problème,
c'est qu'elles ne sont pas capables de mener cette guerre. Leur idée maintenant est donc de maintenir l'Ukraine dans le combat aussi longtemps que possible pendant qu'elle prépare leur propre nation à la guerre. Tu sais, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Polonais, et ainsi de suite. Et puis, ils essayent aussi en quelque sorte de mobiliser les Moldaves, les Roumains. Ils ont essayé avec la Géorgie. Il semble que cela n'ait pas vraiment fonctionné, mais ils continueront d'essayer. Ils ne vont pas abandonner. But they will continue trying, they're not going to give up. And so, Et donc, vous savez, je me suis demandé, que ferais-je si j'étais aux commandes, si je négociais ces choses moi-même? Peut-être que j'envisagerais de forcer les Européens à prendre cette décision plus tôt, avant qu'ils ne soient prêts. Vous savez, presque les pousser au point de leur dire « Très bien, vous vouliez une guerre? Allez-y, voilà, c'est votre chance. » Ne pas leur donner 5 ans pour investir des centaines de milliards de dollars dans de nouveaux systèmes d'armes, former des dizaines ou des centaines de milliers de soldats, mener une campagne de propagande diabolisant la Russie, préparer la population, comme l'Allemagne dans les années 1930, comme l'Ukraine après 2014, pour les acculer maintenant, pour leur dire « Vous voulez la guerre, n'est-ce pas ?» To force their hand now to say, you want war, right? You want to go to war? Well, go. We're giving you. Tu veux faire la guerre? Eh bien, vas-y. Nous te donnons tout. Nous sommes derrière toi. Nous n'allons pas nous battre à tes côtés, mais vas-y. Parce que cela les pousserait à un point de rupture. Des gens comme Friedrich Merz, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen. Ils devraient tous se tenir devant leur peuple et expliquer qu'il faut partir en guerre contre la Russie. Et je pense que cela ferait tomber tous ces gouvernements. Donc tu sais, c'est une possibilité. Simplement les forcer à agir, les amener à commettre une erreur avant qu'ils ne soient prêts à négocier les conséquences. Cela peut sembler être un coup d'échec en 5D. That may seem like 5D chess. And Et vous savez, les gens pensent toujours que vous accordez trop de crédit à Trump. Ils ne réfléchissent pas aussi loin. Mais Trump parle avec les Russes. Enfin, Trump, vous savez, les gens de son équipe. Il parle avec les Russes de manière très régulière et à plusieurs niveaux. Il y a plus d'une délégation qui reste en contact régulier les unes avec les autres. Il reste aussi en contact avec les Chinois. Ils savent tous d'où vient le danger. Ils savent tous qui déstabilise le monde. Je pense que Trump veut voir la fin de l'Union européenne. Je pense qu'il veut traiter avec l'AfD. Il veut traiter avec l'Assemblée nationale en France. Il veut traiter avec Orban, Fico et ces gens-là. Il ne veut pas traiter avec Ursula von der Leyen, Merz ou Starmer. Ainsi, augmenter la pression, les pousser à prendre des décisions qu'ils ne peuvent pas vraiment assumer est le moyen de précipiter leur déclin. Je pense que c'est tout à fait possible. En fait, je ne serais pas surpris. Cela expliquerait alors la prestation autrement inexplicable de Pete Hegseth. Vous savez, si on prend les choses au pied de la lettre, on pourrait croire que ces gens sont complètement fous, qu'ils vont nous plonger dans la Troisième Guerre mondiale. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit leur intention. Alex, il y a 2 jours, une interview a eu lieu avec l'ancien chef de la sécurité nationale en Iran. Dans cette interview, ce qu'il a révélé à propos de la guerre entre l'Iran et Israël, c'est que, dans les derniers jours, l'Iran savait qu'Israël était en train de perdre. Il a dit que la seule raison pour laquelle Donald Trump s'était impliqué, parce que les États-Unis avaient décidé d'intervenir, était la situation avec Israël. Et cet homme est quelqu'un de très sérieux. Il ne parle pas beaucoup. C'est un militaire, l'ancien ministre de la Défense de l'Iran. Il n'est pas dans la propagande. Il a été très direct. Il a dit « Nous avons échoué ici. Nous avons échoué là. Honnêtement. » Je pense qu'il parlait sur la base des renseignements qu'ils avaient. Il a mentionné qu'il connaissait chaque missile, l'endroit où il avait frappé,
et qu'il connaissait exactement les détails de ces attaques. He knew exactly the details of those missiles. Where, he said the location they failed to. Il a dit quels sites il n'avait pas réussi à frapper et lesquels il pouvait atteindre. Il a tout détaillé. Mais le point principal de son discours était qu'Israël était en train de perdre. Pensez-vous, avec tout cela en tête, et avec le nouvel accord de paix au Moyen-Orient, que beaucoup ont raison de dire qu'Israël se prépare à faire la guerre à l'Iran? Quand j'écoute les Iraniens, quand je vois ce qui se passe dans la région, et quand j'entends Donald Trump parler du Moyen-Orient, en disant que si l'Iran cherche à obtenir des armes nucléaires, nous allons les frapper à nouveau, il semble qu'ils n'en soient pas là. Ils en sont encore loin. Alors, quelle est votre compréhension des derniers événements? Comment devrions-nous interpréter la situation au Moyen-Orient? Une nouvelle guerre se prépare-t-elle? Ou peut-on construire de dissuasion pour là? For Iran. Eh bien, ce serait très difficile à prévoir, Nima. Surtout parce que pratiquement tout le monde sait, on ne peut pas faire confiance aux Israéliens sur quoi que ce soit. Ils peuvent signer un accord, et si cela leur convient de le rompre demain, ils le feront. Maintenant, je pense qu'une chose que Trump a faite avec cet accord de paix, et c'était probablement la partie la plus compliquée, c'est qu'il a offert une sorte de police d'assurance à Netanyahou. Je crois que c'était peut-être 1 heure ou 2 après notre dernière conversation que j'ai lu la nouvelle. Yair Lapid, le chef de l'opposition israélienne, a déclaré qu'il protégerait Benjamin Netanyahou s'il y avait des votes à la Knesset contre lui. Donc vous savez, cela enlève la pression sur Benjamin Netanyahou, parce que la raison pour laquelle il maintenait Israël en guerre, c'est que sa propre carrière était terminée si la guerre prenait fin. Sa vie politique serait finie et il finirait très probablement en prison. En gros, il est le maître de la vie et de la mort en Israël et sur les FDI. Il est littéralement aux commandes. Donc si vous éliminez ce danger pour lui, il n'a plus cette pression de maintenir Israël en guerre permanente. Et je pense que c'est aussi pour cela que Trump fait maintenant pression sur Herzog, le président d'Israël, pour qu'il accorde une grâce à Benjamin Netanyahou, car ainsi Netanyahou serait tiré d'affaire. Il n'aurait plus besoin de la guerre. Benjamin Netanyahu is in the clear. He no longer needs war. And, obviously, every one of us would like to see. Et vous savez, évidemment, chacun de nous aimerait voir Benjamin Netanyahou au tribunal et en prison. Mais si cela signifie qu'une centaine de Palestiniens doivent être tués chaque jour, alors je préfère que Benjamin Netanyahou soit tranquille. Donc je pense que le risque qu'Israël déclenche à nouveau une guerre contre l'Iran a beaucoup diminué. Je crois aussi que Trump leur a dit, si vous partez en guerre contre l'Iran, vous serez seul. Je veux dire, il l'a déjà dit. Mais je pense que cela fait aussi partie de cet accord. L'illusion qu'avaient les Israéliens, qu'ils commenceraient la guerre et que les Américains n'auraient d'autre choix que d'y participer et de la mener pour eux, je pense que cela s'est dissipé. Le point de vue de Netanyahou a probablement beaucoup changé avec cet accord de paix. Benjamin Netanyahu's perspective has changed a lot with this peace deal, and I think that Et je pense que l'accord entre lui et Trump était « D'accord, tu arrêtes de bombarder Gaza, tu cesses les attaques contre l'Iran, et je m'assure que tout ira bien pour toi. » Donc, tant que Benjamin Netanyahou est au pouvoir, l'accord a une chance de tenir. Si Benjamin Netanyahou est renversé et qu'il lui arrive quelque chose de grave, alors qui sait? Je ne sais pas, peut-être que ce sera Ben Gvir ensuite ou Smotrich, et on reviendra à la case départ. Mais je pense que, pour le moment, disons que le détonateur a été retiré de ce mélange explosif. Et tu sais, tout cela pourrait changer demain. Mais je pense que cette paix a en fait, il me semble qu'elle a une chance de durer. Les États-Unis, Alex, avec tout ce qui vient d'être dit,
sont-ils capables de faire la paix avec la Russie? Je veux dire, l'identité des États-Unis, je ne parle pas du peuple américain, ni même de nombreux politiciens, mais du noyau, de la machine, de l'État profond. Sont-ils capables de faire la paix avec la Russie? I do believe so. I think absolutely, without a doubt. And I Je le think crois, that, oui. Je pense absolument, sans aucun doute. Et je pense que c'est plus probable qu'improbable. Mais encore une fois, c'est une question relativement complexe, car il existe aux États-Unis une mentalité de guerre froide profondément enracinée. Depuis presque un siècle, la propagande omniprésente a été d'abord anti-russe, puis anti-soviétique, puis à nouveau anti-russe. Cela n'a pratiquement jamais cessé. Ainsi, beaucoup de personnes dans le monde universitaire américain, dans les couloirs du pouvoir, dans l'appareil de sécurité, le Pentagone, la CIA, et ainsi de suite, sont des guerriers de la guerre froide convaincus. the Pentagon, the CIA, and so forth, are committed Cold Warriors. And so they need to be purged from the system. Et donc, ils doivent être purgés du système ou écartés de toute autorité décisionnelle. And then, Et ensuite, vous savez que petit à petit, un climat peut être créé pour que cette paix devienne possible. Je pense qu'au plus haut niveau du gouvernement, entre Poutine et Trump, entre leurs délégations respectives, en particulier entre les chefs d'état-major, les représentants de l'armée américaine et de l'armée russe, ils coopèrent déjà. Ils savent tous qu'une guerre entre les deux camps devrait être impensable, car ils ont le pouvoir de s'anéantir mutuellement. because they have the power to mutually annihilate each other. And maybe people in the city of London and on Et Wall Street peut-être think that would be que les gens de la City de Londres et de Wall Street pensent que ce serait un risque qui vaut la peine d'être pris. they understand that it's not. Mais je pense que pour les militaires, ils comprennent que ce n'est pas le cas. Biden administration, Vous vous souvenez, nous avons même eu, sous l'administration Biden, des responsables du Pentagone qui ont empêché l'administration d'autoriser des frappes à longue portée en Russie. Parce que Keir Starmer s'était déjà rendu à Washington avec une liste de cibles en Russie à présenter à Joe Biden pour approbation. Et ensuite, des responsables du Pentagone ont dit « C'est une très mauvaise idée. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne le ferons pas. » This is a really bad idea. We cannot do this. We will not do this. And then Biden, who is a committed Et puis Biden, qui est un fervent partisan de l'Ukraine et un vétéran de la guerre froide, même lui a dû dire « Désolé, nous ne pouvons pas aller plus loin sur ce point. » Je pense que sous Trump, cette position était probablement encore plus marquée. Nous savons que l'administration Trump a pris quelques mesures très significatives, comme cesser de partager les renseignements sur leurs contacts avec les Russes, avec les Britanniques, les Canadiens, les Australiens et les Néo-Zélandais, les 4 autres membres des Five Eyes. Ils ont également retiré les habilitations de sécurité à, était-ce 27 ou 37, anciens hauts responsables de la sécurité au Pentagone, à la CIA et ainsi de suite. Donc je pense que cette purge des types guerriers froids des cercles décisionnels est en train de se produire progressivement, mais cela prendra un peu de temps. Malgré tout, je pense que la paix peut être atteinte. Elle le sera, tant que Trump et Poutine seront en vie. On ne sait jamais. Si Poutine meurt demain, qui sait ce qui se passera? Si Trump meurt demain, qui sait? Mais je pense que tant que tous les deux sont en vie, il est plus probable qu'improbable que nous ayons la paix entre la Russie et les États-Unis. Et vous savez, ce n'est pas si surprenant, car la Russie et les États-Unis sont des alliés naturels, et ils l'ont été tout au long de l'histoire. Pendant la plus grande partie, non, pendant tout le 19e siècle, et pratiquement depuis que les États-Unis sont devenus une nation, ils ont entretenu des relations très amicales. Ils ont eu une amitié et une alliance très étroites pendant longtemps. Pas nécessairement parce que les Américains et les Russes s'aiment tant que ça, mais parce qu'ils ont vraiment des intérêts communs naturels. Et ces intérêts n'ont pas disparu simplement parce que tout le monde a été conditionné à les ignorer. Ils sont toujours là.
Here is what FSB Director Alexander Voici ce qu'a déclaré le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov. La Russie dispose d'informations sur des préparatifs de sabotage du gazoduc Turkstream par les services spéciaux britanniques et ukrainiens. Si cela se produit, comment cela va-t-il influencer le comportement du gouvernement turc? Pensez-vous qu'ils vont réagir, d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent d'Erdogan et de son administration? Ou pensez-vous qu'ils se comporteront comme le gouvernement allemand, qu'ils peuvent être compromis, qu'ils peuvent être manipulés? Je suppose qu'ils réagiront comme les Allemands, du moins Erdogan et son gouvernement, parce qu'ils sont très liés aux services de renseignement britanniques. Et ils soutiennent secrètement l'Ukraine, car une partie de la classe politique turque est très nerveuse à l'idée qu'une Russie très puissante domine la mer Noire. Donc vous savez, même s'ils ne veulent pas faire la guerre à la Russie, ils aimeraient jouer la Russie et l'Ukraine l'une contre l'autre, afin qu'elles se maintiennent mutuellement faibles et occupées. Mais ce que vous ne pouvez pas prévoir, c'est la manière dont le peuple turc pourrait réagir à cela. Vous savez, ils ont regardé tout cela se dérouler, voyant Erdogan fulminer contre Israël, pour ensuite ne strictement rien faire. Et on ne peut pas prévoir, cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et peut-être qu'Erdogan finirait par être renversé, et qu'une autre personne prendrait le pouvoir, quelqu'un de plus radical, de moins compromis. Difficile à dire. Mais en ce qui concerne Erdogan, je pense qu'il essaierait de faire comme si de rien n'était, comme les Allemands. Le peuple turc, c'est une autre histoire, mais pas forcément une histoire prévisible. Alex, la question du Venezuela revient sur le tapis. Tu sais, il y avait un article dans le New York Times hier. Il disait que l'administration Trump avait autorisé une action secrète de la CIA au Venezuela pour renverser Maduro. Quelle est cette obsession pour le Venezuela? Tu sais, bombarder les bateaux. Personne ne sait, ce sont des civils, car des Colombiens affirment que c'était des ressortissants colombiens. Et l'autre jour, nous avons eu des gens venus, tu sais, d'autres pays, je ne me souviens plus, le Burkina Faso. Non, ce n'était pas le Burkina Faso, c'était Trinité et Tobago. Et ils ont déclaré que les États-Unis avaient tué certains de leurs ressortissants à cause de ces actions. Quelle est cette obsession pour le Venezuela? Est-ce uniquement à cause du pétrole? Est-ce pour exercer plus de pression sur la Russie? Contrôler l'industrie pétrolière, le marché du pétrole? Non, non, non. Ce n'est pas seulement une question de pétrole. Il y a aussi l'or. Il y a d'autres ressources. Mais il s'agit bien des ressources du Venezuela. Principalement du pétrole, mais pas seulement. Vous savez, je pense qu'il faut d'abord comprendre d'où vient la pression. D'où vient la pression pour renverser le gouvernement Maduro? Elle ne vient pas de l'administration Trump, et pas exclusivement des États-Unis. Elle vient de Wall Street, mais aussi d'autres centres bancaires, principalement la City de Londres. Bon, donc en 2003, je crois au début des années 2000, Aaron Russo, le cinéaste, a donné une interview dans laquelle il a dit quelque chose de très intéressant et révélateur. Et donc, il est devenu ami avec Nick Rockefeller, l'un des héritiers de la famille Rockefeller, et ils sont devenus amis personnels. Dans cette interview, il a dit que Nick Rockefeller lui avait confié qu'un événement allait se produire. Il parlait des attentats terroristes du 11 septembre. Et leur conversation avait eu lieu avant le 11 septembre. Mais Nick Rockefeller savait que le 11 septembre allait arriver. Puis il a ajouté quelque chose comme « Et à la suite de cet événement, nous allons déclarer une guerre contre le terrorisme. » Et c'est vraiment génial, parce qu'il n'y a pas de véritable ennemi. Donc tu peux intervenir où tu veux,
partout, parce qu'il suffit de dire qu'il y a des terroristes là-bas et tu pars en guerre. Donc nous allons aller en Afghanistan et en Irak. Mais il a aussi dit que nous allions aller au Venezuela. D'accord, donc les plans pour prendre le contrôle du Venezuela ne sont pas nouveaux. Ils datent d'au moins 20 ans, voire plus. Et puis, en 2003, il y a eu une tentative de renverser Hugo Chavez. Mais ce coup d'État a échoué et Chavez est resté au pouvoir. Il a été sauvé par son propre peuple et son armée. Ensuite, il y a eu une autre tentative de coup d'État en 2019 sous Trump. Et dans ce cas, Juan Guaido s'est autoproclamé président. Et tout le monde, vous savez en Europe, à Londres, Donald Trump, tout le monde a dit « Oh oui, Juan Guaido est le président légitime ». Mais ensuite, rien ne s'est passé. Tout a un peu été oublié, et Maduro est au pouvoir depuis. Et vous savez, une autre façon de voir que la pression vient d'un niveau plus élevé que le gouvernement américain, c'est que la dirigeante de l'opposition vénézuélienne vient de remporter le prix Nobel de la paix. Maria Machado, n'est-ce pas? Maria Machado est à peu près la dernière personne sur cette planète qui mérite un prix Nobel de la paix. Mais elle l'a obtenu parce qu'il existe un plan à un très haut niveau pour renverser le gouvernement vénézuélien et l'installer à sa place. Trump voulait le prix de la paix pour lui-même, mais cela montre que ce n'est pas sa décision. C'est la décision de quelqu'un d'autre. Et maintenant, vous savez, les troupes américaines provoquent le Venezuela à riposter, ce qui donnerait probablement au camp américain une justification pour intervenir. Mais je dois me demander, que peut-on accomplir avec 8 frégates et destroyers et 6000 soldats? On peut lancer quelques missiles, faire exploser certaines choses, mais on ne peut pas prendre le contrôle du pays. Je n'en suis pas certain. Disons que la situation au Venezuela nous donnera peut-être l'indication la plus importante sur Trump, qui il est et où se situent ses loyautés. Parce que, comme je l'ai dit, il me semble assez clair que la pression pour renverser le gouvernement vénézuélien vient du cartel bancaire. Et si Trump se permet de déployer des troupes américaines, de les mettre en danger, de livrer une victoire au cartel bancaire mondial, alors Trump aura trahi ses électeurs. Il aura trahi tout le monde. En revanche, s'il fait comme en 2019, beaucoup de bruit, fait exploser quelques bateaux, laisse des agents de la CIA mener je ne sais quoi au Venezuela, et qu'au final, il n'obtient rien, alors peut-être qu'il agit correctement, en quelque sorte. Vous savez, comme en 2019, il a tenu tous les bons discours. Il a dit « Oh, je reconnais Juan Guaido et le Venezuela, ceci et cela ». Tout cela semblait très sérieux, sauf qu'il a ensuite confié toute la mission à John Bolton et Elliott Abrams, deux des plus grands perdants de la classe politique américaine qu'on puisse trouver. Évidemment, ils ont échoué, et il n'y a pas eu de changement de régime. En fin de compte, je dois expliquer pourquoi les banquiers veulent un nouveau gouvernement au Venezuela. Parce que le Venezuela possède environ 300 milliards de barils de pétrole brut, peut-être même un peu plus. Ils ont aussi environ 180 ou 185 tonnes de réserves d'or. Et toutes ces ressources, on peut les acheter. Il n'est pas nécessaire de faire la guerre pour les prendre. On peut les acheter. Les États-Unis sont de loin le plus grand marché de l'hémisphère. Donc les Américains pourraient aller au Venezuela et négocier des contrats à long terme très avantageux pour s'assurer que toute cette richesse, toutes ces ressources affluent vers le marché américain, au bénéfice mutuel des États-Unis et du Venezuela, payés en dollars américains, de sorte que ces dollars soient recyclés par la Réserve fédérale dans les bons du Trésor américain. Et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être très bénéfique pour les deux parties. Mais le cartel bancaire ne reçoit rien.
ou, vous savez, presque rien. Le cartel bancaire gagne gros s'il parvient à prendre le contrôle de toutes ses richesses en ressources et à les transformer en garanties pour lui-même, car il peut alors accorder des prêts à ses clients, comme BP, Exxon, Royal Dutch Shell et ainsi de suite. Ces prêts deviennent ensuite des actifs rentables dans leur bilan. Ils peuvent émettre ces prêts parce qu'ils seront garantis par les ressources vénézuéliennes, pétrole, or, peu importe. Même le gouvernement vénézuélien pourrait devenir un client de JP Morgan, Citigroup et d'autres. Et encore une fois, ces prêts au gouvernement vénézuélien seraient garantis par les ressources du pays. Combien d'argent cela représente-t-il? Juste pour te donner une idée, en avril dernier, j'ai écrit un article détaillant tout cela en ce qui concerne les réserves de pétrole brut de l'Alberta, donc le Canada. L'Alberta dispose d'environ 175 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées. Au début des années 2000, voire à la fin des années 1990, les intérêts Rockefeller à New York ont réussi à prendre le contrôle de cette garantie. Cela s'est transformé en environ 9 000 milliards de dollars d'actifs pour le système bancaire. La majeure partie a servi à créer un nouveau cycle de crédit et l'essentiel est allé dans les prêts hypothécaires. Cela a fait exploser la bulle du crédit, la bulle immobilière, n'est-ce pas? C'était une bulle de 5 000 milliards de dollars qui a ensuite éclaté en 2007-2008. Et quand la bulle a éclaté, les banques se sont tournées vers l'État pour demander un renflouement. Et selon le Government Accountability Office, ils ont reçu au minimum 16 000 milliards de dollars en renflouement. Et ce n'était pas seulement des banques américaines. Vous savez, c'est ça le problème. Ce n'était pas seulement des banques américaines. Le plan de sauvetage a aussi concerné des banques japonaises, françaises, allemandes, suisses. C'était en gros une vaste opération de pillage. Cette opération de pillage avait besoin d'argent frais, de bons actifs en garantie dans le système. Quoi qu'il en soit, 16 000 milliards de dollars. Juste pour donner une idée aux gens, parce que vous savez, milliards, billions, on se perd vite dans tous ces zéros. En gros, cela signifie, au minimum, 42 000 dollars pour chaque homme, femme et enfant vivant aux États-Unis. C'est énorme. Bien plus que le grand pétrole, ou même que le complexe militaro-industriel. Cela éclipse tout le reste. C'est le plus grand prix si vous prenez le contrôle des garanties d'un pays. C'est absolument gigantesque. Et donc, vous savez, si 165 milliards de barils de pétrole canadien pouvaient être transformés en 9 000 milliards de dollars de garantie, puis en un plan de sauvetage de plus de 16 000 milliards, imaginez ce que vous pourriez faire avec 300 milliards de barils de pétrole vénézuélien. Vous pourriez faire la même chose, mais à une échelle encore bien plus grande. Et en gros, pourquoi est-ce que je pointe du doigt les banques? Parce qu'elles sont le seul groupe dans la société à avoir cet intérêt. Aucun autre groupe n'a cet intérêt. Elles ont donc l'intérêt, les moyens et l'occasion. Et c'est de là que vient la pression sur le Venezuela. Donc si Trump intervient au Venezuela, alors il trahit tout ce qu'il prétend défendre. Pour moi, c'est le dossier à surveiller. Vous savez, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense qu'il y a une possibilité que Trump joue un rôle positif. En Ukraine, en Russie, un rôle positif. Le Venezuela, c'est celui qui m'inquiète beaucoup, parce que là, je ne suis pas sûr qu'il soit de notre côté. Mais vous savez, on verra bien. On saura si l'opération de changement de régime échoue. Très bien. Si elle réussit, et que la lauréate du prix Nobel Machado devient la nouvelle présidente du Venezuela, alors il aura offert une victoire massive aux banquiers. Oui, je crois que le Venezuela est tellement important, vraiment très très important. Et je ne sais pas quelle est la politique de la Russie,
de la Chine et de l'Iran. Mais je veux vraiment qu'ils soutiennent le Venezuela. I really want them to support Venezuela. Yeah, it's there's a lot we don't Oui, know. vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. C'est très compliqué. Le Venezuela a été soumis à des sanctions très sévères par l'administration Trump, et ils ont pratiquement rompu les relations diplomatiques. Puis lorsque la guerre a commencé en Ukraine, l'équipe de Biden a envoyé une délégation au Venezuela, a mené des négociations très approfondies. Ils sont parvenus à des accords qui n'ont pas été entièrement rendus publics. Apparemment, il s'agissait d'envoyer du pétrole aux États-Unis. Donc ils ont en quelque sorte levé les sanctions pour permettre au Venezuela de vendre son pétrole aux États-Unis. D'accord, cela semble légitime et équitable, mais il y avait d'autres volets de ces accords qui n'ont pas été divulgués. Et je soupçonne qu'en partie, c'était parce qu'une composante du programme de l'administration Biden consistait à attirer tous ces immigrés illégaux aux États-Unis. Et il me semble qu'ils se sont adressés au gouvernement Maduro en disant quelque chose comme « Pourriez-vous peut-être, vous savez, vider vos prisons et envoyer ces gens chez nous, les envoyer aux États-Unis ». Et alors, le gouvernement Maduro a répondu « Très bien, si c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aurez ». Et ils ont effectivement vidé leurs prisons, et tous ces gangs de trafiquants de drogue ont vraiment été envoyés aux États-Unis. Cela ajoute donc une autre dimension, où l'administration Trump a un énorme problème avec le gouvernement Maduro, mais ensuite, le gouvernement Maduro, vous savez, a secrètement envoyé une délégation pour parler aux gens de Trump. Et ils ont dit, en gros, « Hey, regardez, on va arrêter tout ça. Nous allons vous vendre tout le pétrole, vous accorder un traitement préférentiel, cesser d'envoyer du pétrole à la Chine, rompre nos liens avec le Venezuela et avec la Chine. Vous aurez la priorité absolue pour exploiter toutes les ressources du Venezuela. » Apparemment, la réponse a été non. Apparemment, ils leur ont dit non, pas d'accord. Nous visons un changement de régime. Donc, vous savez, la situation est un peu plus compliquée qu'on ne le pense, mais nous savons qu'elle est compliquée. Et ce qui va se passer, je n'en suis pas sûr. Mais encore une fois, vous savez, ce sont Wall Street et la City de Londres qui tiennent le volant ici. Et si Trump se fait leur serviteur, ce sera une profonde déception. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir, Nima. Prends soin de toi et à la prochaine. À bientôt. Au revoir.